La France s'apprête à élire ou réélire son président, une élection qui touche toute l'Europe, la Suisse comprise, puisqu'on le rappelle, le président français est tout à la fois le chef de l'armée la plus puissante de l'Union européenne, son représentant à cette Union européenne et l'un des rares gouvernants occidentaux qui parlent et tractent encore avec Vladimir Poutine. Tout ça, évidemment, en plein conflit ukrainien et menace de troisième guerre mondiale. Alors, y a-t-il seulement encore un doute sur le triomphe annoncé d'Emmanuel Macron? Et qu'en est-il des autres candidats? Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Yannick Jadot vont-ils être balayés eux aussi par les chars russes? Que reste-t-il enfin des grands thèmes qui occupaient jusque-là le devant de la scène? La terreur de l'immigration, le pouvoir d'achat, la lutte pour les égalités et le climat. Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Bienvenue à nos invités. Ce soir autour de cette table, Sandrine Rousseau, bonsoir. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement spécialement de Paris pour nous rejoindre. Sandrine Rousseau, vous étiez jusqu'à peu la chef de campagne de Yannick Jadot, candidat d'Europe Écologie Les Verts, vous-même candidate à la candidature. Alors tout ça ne s'est pas très bien fini, mais vous restez fidèle à votre parti et voterez pour Yannick Jadot, vous l'avez rappelé. Philippe Val, bonsoir. Bonsoir. Présent ici chaque semaine, merci Philippe, ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo. Alors votre rôle de journaliste vous empêche naturellement de dire pour qui vous voterez, mais on devine dans votre dernier livre, notamment un dictionnaire philosophique portatif paru aux éditions de l'Observatoire, l'empreinte d'une certaine gauche universaliste et européiste. Alexandre Chevalier, bienvenue. Bonsoir. À la tête de la section suisse du think tank Atlas, qui s'occupe des questions de démocratie. Vous êtes là, surtout ici ce soir, en tant que membre actif des Républicains depuis la Suisse et un soutien affiché de Valérie Pécresse, la candidate de ce parti. Vous êtes aussi actif au PLR, le pendant suisse des Républicains. Et enfin, Gilles Clavreul, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous aussi d'être venu exprès de Paris. Gilles Clavreul, vous êtes le cofondateur du Printemps républicain, un mouvement politique qu'on qualifiera de gauche laïque. Vous avez d'ailleurs été conseiller de François Hollande et fait partie du gouvernement de Manuel Valls, toujours sous la présidence de François Hollande. Et vous venez de publier Dans le silence de l'État, aux éditions L'Observatoire, une réflexion sur les errances de l'État français et de sa mission républicaine. Bienvenue à toutes et tous. Et je commence par vous, Sandrine Rousseau, avec une question assez basique. Y a-t-il encore un suspense où Emmanuel Macron va-t-il être élu triomphalement dans un mois? On va tout faire pour qu'il y ait du suspense. Sinon, on n'est plus tout à fait en démocratie. La démocratie, c'est le suspense. Et là, ça pose quand même une question démocratique assez fondamentale, le fait que le président qui est candidat à sa réélection soit en même temps président de l'Europe et ait un conflit aussi historique que celui de l'Ukraine à gérer. Moi, j'avais dit au moment où il devait prendre la présidence de l'Union européenne que je pensais qu'il serait mieux qu'il n'y aille pas. Mais là, je trouve que ça aurait été vraiment très déontologique pour le coup qu'il n'y aille pas, notamment parce que je pense que ça l'affaiblit face à Poutine, qui sait très bien, en homme stratège que l'on voit aujourd'hui, qu'il a en face de lui un candidat, et je pense que c'est un critère d'affaiblissement, en fait. Affaiblissement de la position d'Emmanuel Macron face à Vladimir Poutine, vous partagez, Gilles Clavreul? Je ne suis pas sûr, en tout cas, il y a deux questions, mais immédiatement Sandrine Rousseau a ouvert sur un autre débat qui est passionnant, qui est très important, évidemment, c'est quelle est la nouvelle donne pour nous tous Européens avec cette agression de la Russie sur l'Ukraine. On vit des moments, il n'y a vraiment aucun mot n'est galvaudé, vraiment historique et très grave. Et puis nous avons en même temps cette campagne électorale, et j'allais dire qu'avant même la crise ukrainienne, ça a un peu précipité les choses, ou ça a peut-être déjà plié le match. Il n'est jamais plié le match, heureusement, il y a toujours du suspense. 4 semaines, démocratie, c'est long, heureusement. Mais enfin, quand même, on se dit, on vit une drôle de campagne. Il y a un moment démocratique, déjà qu'on n'en a plus beaucoup dans notre vie politique française, où les élections n'attirent plus grand monde, où les débats entre les élections sont difficiles. On se disait, on a quand même la présidentielle, avec tous les défauts du monde qu'on peut prêter à ce moment très, très sacralisé comme ça, mais on se disait, au moins, là, il se passe quelque chose. Il y a des choix démocratiques, il y a des personnalités qui émergent, il y a des choix qui se font. Et puis là, cette fois-ci, honnêtement, on a quelques campagnes au compteur les uns et les autres. Là, franchement, c'est la plus inexistante, la plus fade, la plus inquiétante par certains côtés aussi, avec quand même des extrêmes droites qui sont incroyablement puissantes, c'est même pas le mot, mais à l'aise, à l'aise, en majesté quasiment. 30% et voilà, et on se dit, voire davantage, et on se dit,
Mais quoi qu'il arrive, et même si on commence à voir un peu comment ça va se passer, modulo toujours les incertitudes, non pas du sport mais de la politique, comment ça va se gérer après? C'est-à-dire après, y a un pays qui a des difficultés, qui a des fractures profondes. Il y a un vrai problème de cohésion nationale, quelle que soit la future majorité, le futur président, etc. Demain, comment tout ça va se passer? Comment les fractures françaises, les colères françaises vont pouvoir être discutées, mises sur la table dans le débat public? C'est un vrai sujet parce qu'on a l'impression que tout ça est en train de passer un peu sous le boisseau, qu'en effet les choses sont déjà faites, qu'il n'y a pas eu vraiment de débat. Et c'est très dommage. Et non seulement c'est dommage, mais c'est même un petit peu dangereux, je pense, pour la suite. Oui, mais un petit moment qu'on n'a plus de débat démocratique, depuis la crise du Covid et ce fameux Conseil de défense qui gérait de manière complètement secrète, en fait, la crise du Covid, ça fait 2 ans qu'on n'a pas de débat démocratique, quoi. Et ça, c'est un problème, c'est un sujet en démocratie. Les décisions ont été discutées à l'Assemblée nationale, quand même. Mais c'est vrai que la guerre en Ukraine a sonné le glas. En tout cas, elle a fait bondir Emmanuel Macron dans les sondages. Il tutoie presque le score de François Mitterrand en 88, 34%. Mais 4 semaines, c'est long. Gilles Clavreul parlait de la colère. Est-ce qu'elle ne pourrait pas se manifester, Alexandre Chevalier, cette colère dans les 4 semaines qui viennent, notamment avec le prix de l'essence qui explose aujourd'hui? Ce qui est inquiétant, c'est 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, la France ne connaît pas ce qu'on a en Suisse sur l'initiative populaire et sur le référendum. Il y a beaucoup de candidats, je crois la plupart, sauf le sortant d'ailleurs, qui ont parlé d'implémenter ces systèmes de consultation populaire à travers le référendum, l'initiative, en s'inspirant passablement d'ailleurs de ce qui se passe ici chez nous. Quand on fait une campagne, on l'a fait pour la gagner, en tout cas pour finir le match. C'est comme au sport, tant que la dernière balle en fait est pas jouée, tant que le temps s'est pas arrêté dans le match de foot ou la dernière balle, le dernier set n'est pas gagné, le dernier jeu au tennis par exemple, on ne sait pas ce qui se passe. Le match n'a pas commencé parce qu'il commencera réellement au moment du vote. La question, c'est qu'on peut faire beaucoup d'analyses sur les sondages, sur le mass média, sur le fait que tout le monde est à notre niveau de connaissance, d'intérêt de la campagne, ce qui est complètement faux. Il y a quand même aujourd'hui une espèce d'hystérie dans cette campagne qui s'est d'abord mise en place à cause des réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux. Et je pense que Twitter est aussi en particulier coupable d'une espèce d'hystérie du débat dans laquelle vous avez des partisans contre partisans, des faux comptes contre faux comptes, vous avez des équipes de riposte des uns contre les autres, et ça empêche totalement le débat sur les idées et sur le fond. On n'est que sur le buzz, que sur les fautes des uns et des autres, les problèmes de forme, les problèmes d'expression. Il n'y a absolument rien sur les idées et ce que ça veut dire. Et ça, je pense que ça tue le débat, parce qu'on a cru qu'on avait ouvert le débat à travers ces plateformes, mais finalement, on n'ouvre rien du tout. On ne discute pas du fond, on ne discute pas des problèmes. Et moi, je crois qu'il y a quand même un peu des médias, excusez-moi de l'expression, qui sont un peu sous acide en ce moment, avec une hystérie des sondages qui sortent tous les jours. On se demande ce que ces sondages représentent aujourd'hui. Évidemment qu'il y a des tendances dans une élection, mais je crois qu'il y a un élément important dont très peu de personnes parlent, c'est ce qui se passe sur le terrain. Il y a encore des campagnes de terrain, il y a encore des meetings, il y a encore des réunions, il y a encore des soutiens de candidats qui réunissent dans des salles 300, 400, 500 personnes. Ça convainc des personnes, ça, cette campagne de terrain? Disons que, je pense que, comme on l'a dit, on a tous fait beaucoup de campagnes électorales ici dans nos vies, on sait bien que un des éléments, c'est l'absence de personnes et de militants de votre propre parti sur le terrain. Si ça se voit, ça veut dire que votre campagne, elle est morte. Mais ça, les militants, ils sont là, ils sont au rendez-vous encore pour les 11 autres candidats? Alors, je pense que pour Madame Hidalgo, c'est un peu particulier parce qu'on a déjà vu depuis le début de sa campagne que les salles, candidate du Parti socialiste. Ouais, que les salles étaient comme relativement vides. Mais je suis désolé pour l'ensemble des autres candidats, que ce soit Éric Zemmour, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Valérie Pécresse, notamment, et M. Jadot aussi, j'imagine. Enfin, les salles sont quand même assez pleines. On ne peut pas dire qu'on est en train d'organiser des meetings ou des séances avec des élus aussi qui soutiennent ces candidats qui soient vides. Donc, tant qu'on a cette base, si ça veut dire, ça veut dire parce que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tant qu'on a cette base militante, je voulais finir là-dessus, ça veut dire qu'on a encore ce porte-à-porte, cette manière de faire campagne avec les gens qui ne sont pas forcément sur les réseaux, qui ne regardent pas les chaînes d'infos, qui ne lisent pas en permanence les chroniques présidentielles des journaux en ligne. Et ça, c'est aussi la vraie vie, c'est aussi la vraie campagne. Il faut qu'elle continue. Cette campagne de terrain, elle est extrêmement importante, elle est très peu relayée, et je crois que c'est ce qui est en train de faire survivre un peu en souterrain cette élection. Oui, Philippe, est-ce qu'on risque d'avoir une mauvaise surprise si on est dans le camp macronien, justement, pendant les 4 semaines qui... L'affluence au meeting, ça n'a jamais fait une élection.
Il y a des candidats qui ne font presque pas de meeting, d'autres qui font des meetings spectaculaires. Voilà. Et après, dans le secret d'isoloir, on ne vote pas toujours pour le chanteur préféré. Vous voyez, bon. Ensuite, quant à la présidence de Macron et pour l'Europe, c'était le tour de la France d'y aller. Donc, on ne va pas passer notre tour, surtout dans un moment aussi important. Et surtout, il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron, c'est d'avoir élaboré, dès le début de son quinquennat, un discours très, très construit sur l'Europe, avec des ambitions, etc. Donc, puisque dans un moment aussi fragile, aussi important, la France est présidente de l'Europe, il n'y a pas de raison qu'il n'y aille pas. Après, il ne faut pas être mauvais joueur. On ne peut pas engueuler en sport le champion du monde en titre parce qu'il va aller à la compétition avec son titre de l'année d'avant. Et putain, il a gagné Macron la fois d'avant, on ne va pas lui reprocher. Il est président de la République et il se représente. Il y a quelque chose d'enfantin. Et je rejoins ce que vous disiez, Alexandre, à savoir qu'on a une campagne où on n'arrête pas de taper sur des raisons évanescentes sur l'autre, au lieu de s'adresser à nous, les électeurs, et de nous dire « on vous aime tellement qu'on a envie de gouverner votre pays, voilà pourquoi, pour votre bien commun, on ne nous parle pas. On nous traite comme je ne sais pas quoi, mais pas bien. Ils se parlent entre eux, mais ils ne nous parlent pas. Donc on a un souci presque d'affect dans cette campagne. Ils sont devenus autistes et ça ne marche pas. Maintenant, si Macron est meilleur, tant pis, on ne peut pas lui reprocher, il faut être bon joueur. Il est meilleur, il est meilleur. Il se trouve qu'il est meilleur. Il parle plus aux gens que c'est un effet peut-être pervers, c'est un biais démocratique, parce que la situation est ce qu'elle est, il y a la guerre, il y a eu la pandémie, il y a eu tout ça. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu de démocratie, c'est pas vrai. De quoi vous avez été privé et de quoi va-t-on être privé définitivement après cette pandémie? Toutes les mesures de restriction vont être levées. Il n'y avait pas d'intention de transformer la France dans une dictature. Poutine, enfin, si vous voulez... Non, vous êtes d'accord, Philippe Val, justement, Emmanuel Macron a dit qu'il ne débattrait pas contre les autres candidats. Aucun candidat, aucun président sortant n'a débattu avec les candidats de premier tour. Ça ne s'est jamais fait. Pourquoi on ferait ça aujourd'hui? Parce que Macron est plus jeune que les autres? Non, mais il y a un simple... Ça s'appelle la démocratie? Non, mais il fait ce qu'il veut. Mais, oui, tout le monde fait ce qu'il veut, c'est sûr, mais il est quand même garant de la... Il y a un débat de deuxième tour. Au premier tour, chacun défend son programme. Au deuxième tour, ils débattent. C'est tout à fait démocratique. Il y a aussi une vérité. Attendez, parlez pas tous en même temps. Parlez pas tous en même temps. Non, je ne dis pas parce que je vais voter. Une espèce de portrait tout à fait flatteur de notre président sortant. Moi, je vous dis juste que... J'irai pas les uns après les autres. Philippe Val et Sandrine Rousseau, je vous laisse la parole. C'est pas un portrait flatteur, pardon. Mais... Non, mais je dis que Macron est président de la République et président de l'Europe. Ça ne veut pas dire que je vais voter pour lui. Je dis simplement qu'il est dans cette position-là et que cette position-là incite l'actuel personnel politique qui se présente à ces élections à se comporter comme des gosses dans une cour de récré. Donc, tant pis pour eux. Ils sont pas bons, ils sont pas bons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, votre indépendance, votre autonomie sera notée dans ce débat. Non, mais juste là, après, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'on a un problème démocratique important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une position dominante du président sortant qui se comprend par les événements. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sujet là-dessus. Simplement que, pour moi, on ne pouvait pas avoir la présidence de l'Europe pendant une campagne présidentielle. C'était impossible. Et on aurait très bien pu inverser les deux présidences successives. C'est tous les 6 mois que ça change, on aurait attendu 6 mois, c'était pas très grave. Non, il a profité de cette présidence de l'Europe pour essayer de se mettre en position dominante. Il se trouve qu'il y a eu... Il n'a pas profité, c'était son tour. Il se trouve qu'il y a eu... Il se trouve qu'il y a eu la crise en Ukraine et que ça accroît cette espèce de position dominante. Mais moi, je m'interroge vraiment et je pense qu'il faudra un jour en faire l'analyse, sans doute pas à chaud dans la campagne présidentielle, mais sans doute après, de l'influence qu'a eu son statut de candidat sur la manière dont on gère la crise ukrainienne aujourd'hui. Est-ce que ça en a eu? Est-ce que ça en a pas eu? Je n'en sais rien. Je ne suis pas à même de répondre à cette question, mais par contre, je pense que ça méritera quand même analyse parce qu'il faudra tirer les conclusions de ce qui est en train de se passer. S'il bondit aujourd'hui dans
les sondages, Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est l'effet chef de guerre, justement, qui est porté? Oui, mais en même temps, est-ce qu'un candidat à la présidentielle française peut se permettre que les prix du gaz, par exemple, augmentent de manière importante et donc de décider un embargo du gaz? Est-ce qu'il est en mesure de le faire très rapidement? Oui, non, je n'en sais rien, en fait. Et je pense que tout cela ne donne pas les termes ni d'une gestion de conflit, ni d'une campagne démocratique en France qui soit tout à fait serein. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, le prix du gaz, justement, le prix de l'essence, on est presque à 3 € le litre. Est-ce que ça, dans les 4 semaines qui viennent, Gilles Clavreul, ça risque pas de miner, justement, cet effet drapeau, cet effet chef de guerre pour Emmanuel Macron? Dans l'immédiat, je ne pense pas. Ça aura nécessairement des conséquences sur le moyen terme, c'est-à-dire dans ce qui viendra après l'élection. Mais je ne pense pas que le moment de l'élection soit profondément percuté par ça. En revanche, ça l'a fait. Oui, mais pas de manière croître dans les. Mais c'est pas. Je dis pas que c'est bien. C'est pas la question. C'est quand même un peu décisif. Plus 8,5% dans le dernier sondage. Oui, mais c'est pas le prix du gaz qui fait. Non, c'est l'effet chef de guerre. Non, ça c'est l'effet drapeau. Remarquez quand même une chose. Mais je crois que c'est. Pardon, je te coupe. Je crois que ça ne fait que confirmer et amplifier une tendance qui était déjà là, parce que comment dire, les déterminants politiques en fait qui ont été ceux de la France pendant très longtemps, avec des forces de droite et de gauche qui ont été longtemps dominantes, même hégémoniques, et qui ont mis sous le boisseau, chacun de son côté, à gauche et désormais à droite. À gauche, on l'a vu dès le quinquennat de François Hollande. À droite, c'est un peu plus récent, mais en fait, c'est exactement aussi tellurique et aussi violent. Il y a tout un tas de questions très décisives, architectoniques, sur l'Europe, sur l'économie de marché, sur la géopolitique, sur l'écologie, sur beaucoup de sujets qui ont été occultés parce qu'il y avait toujours une échéance électorale qui venait faire que, c'est pas le moment de parler des vrais sujets. La gauche est morte de ça. Quand je dis la gauche, la social-démocratie de gouvernement, en tout cas, est morte de ça, dans des proportions qu'on ne connaît ailleurs en Europe qu'aux Pays-Bas et en Grèce et en France. Et c'est tout. Les autres partis sociaux-démocrates se portent relativement bien, modulo les alternances, les variations politiques. Et ce qu'on a connu, donc le cataclysme que la gauche a connu en 2017, dont elle ne s'est toujours pas relevée, ça s'est même aggravé en 5 ans, et bien la droite est en train de le vivre. Avec une autre configuration, évidemment, avec d'autres problématiques, avec cette poussée très très forte identitaire à l'extrême droite, avec plusieurs candidats qui chacun d'ailleurs incarnent des choses un petit peu différentes. Et la droite, aujourd'hui, est exactement dans la même situation. Elle ne sait pas si elle doit aller vers la radicalité ou vers la responsabilité, avec tout ce que ça peut comporter d'ailleurs de compromis, éventuellement, et là aussi de choses mises sous le tapis. Et à gauche comme à droite, on ne sait plus vivre avec les spectres, c'est-à-dire les anciens candidats, les consciences, les statuts du commandeur, fausses ou vraies, peu importe. Mais on ne sait pas tuer intelligemment le passé, si je puis dire, en tout cas tourner des pages pour aller vers l'avenir. Et on voit bien que, et là aussi, quelles que soient les options qu'on défend, celle plus radicale d'une Sandrine Rousseau, celle plus social-démocrate que le PS essaie d'incarner et qui n'y arrive pas du tout, il n'y a pas d'arbitrage en fait, il n'y a pas de choix qui s'opère. Et donc, on meurt de ne pas pouvoir se renouveler, se transformer et s'adresser directement aux Français. En fait, on a l'impression que les familles politiques se parlent beaucoup à elles-mêmes, que ce soit à droite ou à gauche. Regardez comme Valérie Pécresse a eu du mal dans sa campagne, quand elle a été désignée, à faire l'unité autour d'elle, comment elle s'est sentie obligée de faire des références. Je parlais des spectres à Nicolas Sarkozy, comment elle s'est sentie obligée d'aller tout de suite donner des signes d'allégeance à la partie la plus radicale de sa majorité. Elle n'a pas réussi à incarner quelque chose d'elle-même. Et à gauche, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Justement, Valérie Pécresse, qui a quand même fait une montée spectaculaire avant de faire une dégringolade spectaculaire, Alexandre Chevalier, on l'explique comment, cette chute Il y a différentes raisons. La première, je pense, il y a quand même eu... Alors, il y a un effet congrès qui était évident. Ça, tout le monde l'avait vu venir. Congrès LR... au mois de décembre, avec la primaire, ce qu'ils appelaient Congrès LR, donc la primaire des Républicains, qui a permis de sortir du chapeau quelqu'un. Donc ça a rassuré une grande partie de l'électorat de droite en disant au moins on a un candidat unique, on n'est plus sur 2-3 options. La deuxième, c'est que le contexte, il a complètement changé. On était dans un contexte interne avec la mise en place d'une campagne qui devait parler d'un bilan
celui du président sortant, alors qu'il soit bon ou mauvais, mais au moins de le confronter au bilan. L'actualité aujourd'hui, elle percute ça complètement. Il y a une stature en fait du chef du commandeur. Il y a même un peu le retour du grand mâle blanc cisgenre hétéro tribal. Est-ce que Valérie Pécresse est en train de payer le fait d'être une femme à droite qui vient aujourd'hui bataille culturelle qui vient. Non, mais il faut aussi le reconnaître. La droite avait. Ce que vous nous dites, Alexandre Chevalier, c'est que Valérie Pécresse justement est en train de payer le fait d'être une femme à droite aujourd'hui. Elle paye vraisemblablement le fait d'être une femme qui était déjà une nouveauté. Déjà, elle-même, elle le disait, que c'était quelque chose qui était transgressif au niveau de l'électorat de droite et d'une famille politique de droite et de son parti de mettre en place une femme. Donc elle le savait déjà au départ. Donc vous avez déjà ça qui est une transgression par rapport à sa famille politique où il faut rassembler effectivement au plus large. Elle a cru peut-être bien faire, qu'elle devait faire exactement comme avait fait Sarkozy à l'époque, c'est-à-dire rassembler l'ensemble de la famille en partant des centristes, donc ceux qui ne sont pas partis chez Macron, donc on parle de ceux d'Hervé Morin et de l'UDI, jusqu'à sa droite, la plus à droite, pour essayer justement de tenir l'ensemble, comme ça avait été le cas à l'époque. Sauf que ce n'est pas un homme. Elle est dans un contexte guerrier, et aujourd'hui, tout ce qu'elle peut dire, qu'elle a fait, et d'ailleurs, c'est son slogan, la femme du fer, et je pense qu'elle l'a vraiment fait en Ile-de-France. Il y a un bilan. Il y a un bilan pour ça aussi de ce qu'elle fait quand elle est aux responsabilités. Elle a la capacité d'avoir des gens qui peuvent gouverner demain. Et contrairement aux amateurs de Macron qu'on a vu, on a vu aussi ce que ça donnait en termes de majorité. Il y a des gens qui sont peut-être des professionnels, mais qui savent de quoi ils parlent et qui sont capables, 1, de gérer des ministères, 2, de gérer des administrations s'ils arrivent au pouvoir. Donc ça, c'est quand même un bon point pour la droite, mais il y a quand même une question d'image aujourd'hui de femme qui n'est pas une femme guerrière. Et je suis désolé, c'est pas une question d'être de gauche, de droite en fait là-dessus, hein, ou d'être woke ou pas woke. À un moment donné, il faut reconnaître les choses. Il y a aujourd'hui un besoin de reconnaissance de l'homme quasiment tribal qui est chef de guerre. Et Macron joue ça très bien, puisqu'il n'arrête pas de dire « la France n'est pas en guerre, mais je joue les images de la guerre ». D'ailleurs, toutes ces photos en noir et blanc, cette mise en scène, tout ça, c'est aussi beaucoup du média, c'est beaucoup de la communication. Et il fait du en même temps pendant la guerre. Je trouve ça à la limite de l'indécence en termes de communication, ce qu'il est en train de faire, parce que c'est du en même temps guerrier pour montrer qu'il est là, tout en disant non, vous inquiétez pas, on n'est pas en guerre. À un moment donné, à force de jouer là-dessus, ça peut coûter cher. Sandrine Rousseau, là justement le retour des hommes, parce que c'est vrai, à part Marine Le Pen dans les sondages, il n'y a plus que des hommes qui restent en lice. Ça, c'est pas l'échec, effectivement, de toute une politique pour l'égalité aujourd'hui qu'on constate. C'est un échec, et je pense même que c'est une forme de backlash, mais je vais revenir sur l'histoire de la guerre et de cet imaginaire guerrier. Déjà, on va dire quand même un petit mot sur ces espèces de photos d'Emmanuel Macron qui sont surréalistes. On a l'impression qu'il se prend pour Zelensky, quoi. C'est quand même pas lui qui est face aux forces armées. J'ai vu des tweets issus des mouvements sociaux ukrainiens qui se moquaient complètement de ces images. Enfin, cette arrogance qu'a Emmanuel Macron, manifestement, même à l'étranger, commence à poser problème. J'aimerais bien que ça commence à poser problème aussi chez nous, d'ailleurs. Et donc, sur le caractère guerrier, c'est un des sujets du moment. C'est-à-dire que là, il y a la guerre aux portes de l'Europe, et on voit que les hommes reprennent complètement le pouvoir. Et là-dessus, moi, je vais être très, très claire, hein, c'est que la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser aux hommes. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et là, en l'occurrence, celles qui passent la frontière, ce sont les femmes. Celles qui prennent les bombes dans les maternités, ce sont les femmes. Et il faudrait qu'il y ait des femmes autour des tables de négociation et de discussion, parce que précisément, je pense que cette espèce de truc que l'on est en train de vivre, d'une forme de mise en scène qui est inhérente à la guerre, hein, d'une forme de virilisme, les uns contre les autres, Poutine. Je veux dire, il faut arrêter ça et essayer de trouver les voies de la paix très rapidement et faire en sorte que l'on sorte de ce conflit en ayant mis les femmes. Je rappelle une petite chose qui me tient à cœur, qui est qu'en France, on a des monuments aux morts dans tous les villages de France, et c'est très bien. On a un monument à la gloire des pigeons voyageurs et du rôle pendant la guerre. Nous n'avons pas de monument à la place des femmes dans la guerre. Il y en a un en Haute-Marne sur les femmes rurales uniquement. Et je pense que dans les guerres, on oublie très souvent le rôle complètement essentiel que jouent les femmes. Et il faudrait beaucoup de femmes autour des tables de négociation, de discussion et de la diplomatie, parce que je pense que ça changerait un tout petit peu l'ambiance de ces négociations. Oui, mais est-ce que ce n'est pas l'échec aussi d'une politique? Parce que c'est vrai que la thématique de l'égalité, elle était très présente. On pensait qu'on avait fait des progrès quand même. Et tout ça est balayé par l'électorat, pas seulement par les politiques en présence, par l'électorat, en tout cas ce que disent les sondages.
Suzanne Faludi a très bien expliqué dans un livre qui s'appelle Backlash comment la révolution féministe des années 70 a été suivie d'un backlash et d'un conservatisme. Et là, je pense qu'on est à un début d'un backlash. C'est pour ça qu'il va falloir d'ailleurs mener vraiment très fortement cette bataille. Et par ailleurs, les télévisions, les images qui nous sont servies ne sont que des hommes. Il n'y a plus que des experts. On a l'impression qu'il n'y a plus aucune femme qui est capable de parler dans le moment. Et on est complètement submergé par cette vague de vision des choses. Et encore une fois, c'est trop sérieux pour la laisser aux hommes. Vraiment. Le conservatisme au retour, dans les médias, quand j'étais notamment à France Inter, que le rôle des expertes, des femmes experts, c'est une vraie question. De être non seulement valorisé, mais imposé dans les instances importantes. Et pour une fois, je suis entièrement d'accord avec Sandrine Rousseau. Ce moment est à noter. Ça n'arrive pas tous les jours autour des tables de négociation. C'est hallucinant. C'est parce que c'est une table... Qu'il n'y ait pas de femmes. Évidemment que c'est à la limite du criminel, quoi. C'est vital. Cette présence des femmes dans ces instances décisives que sont des négociations comme ça. Non seulement ça, mais je trouve que ce sont des images obscènes, le fait qu'il n'y ait pas de femmes. Il y a quelque chose qui nous menace tous, hommes et femmes, dans le fait qu'il n'y ait pas de femmes dans ces instants-là, et que Poutine représente une espèce de mal alpha qui ne parle qu'à des mal alpha. Zelensky aussi, il y a quelque chose. Autour de la table des négociations du côté ukrainien, il n'y a pas plus de femmes. Zelensky, il est issu du suffrage universel, c'est un homme, ok, mais c'est pas son problème d'être un. Enfin, c'est pas la question. Le bonheur, mais il y a le mauvais homme. Non, mais du coup, c'est un peu le moins viriliste de tous là. Bien sûr. Qui est dans la séquence. Il est entraîné avec des kalachnikovs. Là où je suis pas d'accord avec vous, c'est qu'il y a justement dans certaines émissions, notamment dans C'est dans l'air, pour ne citer que ça, en France, cette émission quotidienne, il y a des femmes expertes, diplomates, etc., et qui sont excellentes, qui ont vraiment des points de vue vraiment importants, qui nourrissent notre réflexion. Et c'est mené par des femmes, c'est des débats comme vous menez les débats, et Dieu merci. Mais en tous les cas, dans les milieux qu'on voit militaires et de la haute négociation, c'est vrai. Une fois de plus, Poutine, il n'est pas là issu d'élections démocratiques, qu'on en dise. Bon, c'est bien que ce ne sont pas des élections démocratiques. Ceux qui sont élus d'élections démocratiques, qu'ils soient des hommes ou des femmes, on ne peut pas leur en faire grief. Non, mais on peut s'interroger sur les populations qui les élisent et qui les plébiscitent. Là, on va faire une très courte pause et puis on se retrouve juste après. Le point de retour, l'élection présidentielle à l'ombre de Vladimir Poutine. On continue d'en parler et on était sur cette thématique du chef de guerre qui empêche et disqualifie certaines candidates, sauf une, c'est Marine Le Pen, Sandrine Rousseau. Marine Le Pen, c'est une femme qui résiste au sondage. Justement, pour vous, c'est le signe de quoi? C'est le signe qu'elle est d'extrême droite. Parce que et donc la droite peut aussi plébisciter des femmes. En temps de crise comme ça, en général, les seules femmes qui arrivent à émerger dans le débat politique, et c'est pas spécifique à la France, même si c'est plus fort en France qu'ailleurs, sans doute, les seules femmes qui arrivent à émerger sont des femmes soit d'extrême droite, soit des femmes de type Thatcher, c'est-à-dire des femmes extrêmement raides, extrêmement chefs de guerre dans leur attitude. Mais on avait vu avec Valérie Pécresse justement que cette femme à droite, c'était compliqué aussi. Oui, et je pense que, après, c'est au LR de faire l'analyse de la situation, mais je pense que une des choses qui handicape Valérie Pécresse dans la période, c'est le fait qu'elle n'apparaisse pas comme chef de guerre, précisément. Et si on regarde un peu les femmes qui s'en sont sorties à des hauts postes partout en Europe, ce sont souvent des femmes qui sont de droite, voire d'extrême droite. C'est-à-dire ce sont des femmes qui incarnent une forme d'ordre et de sécurité. Et les femmes progressistes ont beaucoup plus de difficultés. Mette Frederiksen, la première ministre danoise, est social-démocrate. Oui, mais il y en a quelques-unes, mais comme Nicolas Sturgeon en Écosse. Mais globalement, elles ont moins de durabilité et elles ont moins de poids. Justement, là, s'il y a un face-à-face qui est annoncé, Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, vous voterez qui, vous, en tant que féministe? Je ne voterai pas Marine Le Pen. Elle est d'extrême droite. Je l'ai entendue dire quelque chose qui m'a soufflé au moment où je l'ai entendue, et ça n'a pas été relevé. C'est qu'elle disait que comme elle préférait les Français aux étrangers, quand elle arriverait au pouvoir, elle donnerait quelques mois aux personnes étrangères qui occupent des logements pour partir et pour laisser la place aux Français. Enfin, je veux dire, si c'est ça, aider
les femmes, en l'occurrence, je ne vois pas du tout comment... Enfin, c'est un propos d'une violence inouïe, et c'est passé crème dans le débat français actuellement, c'est dire aussi la place qu'occupe l'extrême droite dans le débat de la présidence. Donc vous voterez Emmanuel Macron ? Mais je ne voterai pas Marine Le Pen dans tous les cas. Quoi Ça vous dérange de dire alors, je voterai pour parce que je voterai en fait Yannick Jadot. Voilà. D'accord, mais au deuxième tour. Eh ben, on va voir. D'accord. Gilles Clavreul, justement, cette question de l'extrême droite, qui était le thème cardinal pour Éric Zemmour du grand remplacement, aujourd'hui, on a passé à l'accueil. 79% des Français souhaitent un accueil pour les réfugiés ukrainiens. On explique ça comment, justement, cette bascule de tout le monde a peur des étrangers à, au contraire, on ouvre nos portes bien larges. Attendons de voir un peu quand même. Là, il y a unanimisme de l'opinion publique, une réaction face à l'agression de Poutine, face à la guerre extrêmement violente qu'il mène, le sort des populations, on a les images tous les jours, et il n'est pas étonnant qu'il y ait ce sentiment-là. Est-ce que ça va durer ? Je n'en suis pas sûr, et je crois qu'il y a lieu de s'en inquiéter. Pour le moment, il y a un consensus national autour de l'attitude, de la réaction de la France, de la condamnation de l'agression de Poutine. J'aimerais bien que ce consensus se maintienne, mais j'en suis pas sûr. J'en suis d'autant moins sûr qu'il y a, notamment, et ça fait longtemps que ça dure, une poutinophilie qui est entretenue à l'extrême droite, mais pas seulement. Également dans une certaine gauche, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, et puis pour d'autres raisons, par d'autres formations politiques ou d'autres courants, mais notamment en tout cas à l'extrême droite. Et puis on va avoir, à un moment donné, on va dire « oh là là, c'est pas si simple, mais vous comprenez, ça pose des problèmes pratiques, ça va nous coûter cher, etc. » Donc attendons de voir. Je suis très heureux de cette première réaction. Je ne suis pas certain qu'elle soit totalement durable. Je voudrais rebondir sur ce que disait Sandrine Rousseau tout à l'heure, qui me paraît important, quand elle dit aujourd'hui, quand Marine Le Pen tient certains propos sur la préférence nationale, qui sont en fait le programme du Front National de son père depuis toujours, on n'y prête même plus attention, d'abord parce que il répète la même chose depuis 40 ans, mais aussi, et ça c'est quand même le fait nouveau de cette campagne, parce que la candidature d'Éric Zemmour est allée tellement loin dans la provocation identitaire, dans la radicalité, dans le fait d'assumer le fait qu'il y a eux et nous, et que, oui, on se défend, non, on n'est pas accueillant. Il y a cette scène assez atroce où on voit Éric Zemmour dire à une jeune femme noire, ça veut dire que... Sénégalaise, française d'origine sénégalaise, voilà, incroyable, cette scène est incroyable. Alors, ça veut dire que vous, si vous étiez président, je ne pourrais pas venir, vous ne m'accueilleriez pas. Et lui, il dit non. Non. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de jouer aussi aujourd'hui, précisément dans l'accueil des réfugiés ukrainiens? C'est ce côté aussi suprématiste d'essayer des gens blancs comme nous? Très honnêtement, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une réaction à une situation de guerre. Et attention aussi, d'ailleurs, à ceux qui essayent d'instiller ce discours-là en disant, vous voyez bien que l'Occident est raciste. Parce que, attention, il faut pas s'y méprendre. Vous êtes d'accord, il y a un revirement complet. On était encore une fois dans des politiques. Attention à l'immigration. En Afghanistan, on n'a donné quasiment aucun permis. La France a rapatrié. La Suisse, qui aujourd'hui a une politique très différente envers les Ukrainiens. Les Afghans sont les premiers bénéficiaires de visas aujourd'hui en France. Oui. La France a une politique assez exceptionnelle, effectivement. Non, mais c'est ça la réalité. Donc, on accueille les gens qui se présentent. On n'accueille pas les gens qui ne se présentent pas. L'année dernière, on a accueilli 12 000 ressortissants afghans en France avec un taux d'admission qui est nettement supérieur à celui de l'Allemagne. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi sur ce plan. Là, aujourd'hui, on parle de 2 millions de réfugiés pour le moment, ukrainien, mais ce sera peut-être 5 millions d'ici quelques semaines. On ne sait pas encore. Et puis, on est dans une guerre d'agression entre un État agresseur et un État agressé. Ce sont des États constitués de part et d'autre. Ce n'est pas la même chose que l'Afghanistan, qui n'est plus un État depuis longtemps, si tant est qu'il n'en ait jamais été un. À plus forte raison, ce n'est pas la même chose que la Syrie. Et puis, par ailleurs, n'oublions pas que ces pays, les ressortissants de ces pays-là, ne choisissaient pas... On peut le regretter par ailleurs pour d'autres raisons, mais ne choisissait pas la France comme pays de destination finale, pour plein de raisons. Donc ce sont des cas de figure différents, et attention, une fois encore, à ne pas identitariser ou racialiser ces problèmes-là, ces questions-là. À mon avis, c'est pas du tout le sujet. Mais je reviens un instant sur la campagne française quand même, parce que, et puis là, vous parlez de... Ça, c'est la campagne française, l'accueil des réfugiés. Vous parlez de candidats qui soutiennent Poutine depuis des années,
qui sont financés par la Russie, qui sont soutenus par la Russie. Donc là, ils sont un peu gênés aux entournures, ils finissent par s'apercevoir quand même que les Français, justement, ils voient très bien ce qui se passe, ils voient très bien qui est l'agresseur, c'est-à-dire Poutine, et les agressés, c'est-à-dire les Ukrainiens. Donc ils ne peuvent pas complètement dire n'importe quoi. Mais enfin, ce sont ces gens-là, si vous voulez, qui depuis des années nous expliquent que Poutine est en fait un ami, qu'il faudrait un Poutine français, déclaration de Zemmour réitérée à plusieurs reprises. Quant à Marine Le Pen, j'en parle même pas, elle se flattait, elle s'enorgueillissait, il y a encore pas très longtemps, de ses photos à côté de Vladimir Poutine, qui était en fait le modèle politique. Et puis Jean-Luc Mélenchon aussi, hein. D'ailleurs on va l'écouter quelques instants, c'était son meeting à Lyon pour la paix il y a exactement une semaine. Tout ce qui concerne notre défense, la manière de l'organiser, la manière de penser les relations internationales doit être repensée avec le souci de ne pas accepter ni l'escalade militaire, ni l'escalade diplomatique, de ne pas accepter un ordre du monde dans lequel il y aurait d'un côté l'OTAN et de l'autre un bloc russo-chinois. Et nous serions entraînés dans une guerre absurde, une compétition, une guerre froide qui n'a pas de sens. Non mais c'est hallucinant. Ouais, vous voulez réagir, Philippe? Il a tellement démonisé l'Occident que... Mais ça lui profite, hein, il résiste très bien dans les sondages. Oui, parce que les gens ne voient pas bien, et en plus n'ont pas de recul historique. Enfin, c'est un discours doriotiste. C'est l'avant-guerre, c'est face à Hitler, c'est face à la menace hitlérienne, dire quand même, nous, on a eu tort, le traité de Versailles, c'est de notre faute. Plus Hitler monte, plus c'est de notre faute, et plus Hitler est humilié, et plus il ne faut pas vraiment aller voir avec les Américains ou avec les Anglais ce qu'on peut faire contre ça. C'est du délire d'arriver à penser la géopolitique de cette façon. Les démocraties doivent être profondément pacifiques, mais certainement pas pacifistes quand il y a une menace de guerre à leur porte. Tout à l'heure, on parlait des réfugiés. La question géographique, elle compte. Ces réfugiés, quand ils passent la frontière, les Ukrainiens, où se retrouvent-ils? Ils se retrouvent dans l'Union européenne. C'est pour ça qu'il y a des... Vous voyez, ça change tout, contrairement aux Syriens qui passent la mer, qui vont, etc. Mais ça change tout quoi? Ça change tout parce que pour l'instant, ils ne sont pas dans l'Union européenne. De toute façon, ils arrivent dans le genre, enfin, comment dire, et c'est des gens qui avaient, depuis une dizaine d'années, institué un régime démocratique dans leur pays, qui sont chassés par un dictateur qui leur fait la guerre, et qui vont dans la démocratie d'à côté. Donc, le rapport... Les Afghans aussi, ils voulaient la démocratie, on leur avait même... Mais on les accueille aussi, d'ailleurs. Mais ça n'est pas la même histoire. On ne peut pas comparer ces histoires-là. Dire que toutes ces histoires ont le même sens, c'est dire n'importe quoi. On ne peut pas réagir de la même façon. Je ne parle pas de la générosité qu'il faut avoir, ni de l'humanisme, etc. Mais politiquement, ça n'est pas la même histoire. Politiquement, ça concerne l'Europe profondément. C'est interne à l'Europe, ce qui se passe là. C'est-à-dire... Et puis, les gens qui disent, depuis 25 ou 30 ans, il faut sortir de l'Europe. Mélenchon, Le Pen. Il faut sortir de l'OTAN. Depuis l'histoire du Kosovo, c'est même hystérique, cette histoire-là. Sortir de l'OTAN, mais si on était sorti à la fois de l'OTAN et de l'Europe, aujourd'hui, nous, France, Belgique, Luxembourg, et la Pologne, elle aurait les chars russes à Varsovie aujourd'hui. Évidemment, ça veut dire que avoir un discours comme ça, c'est condamner à mort les pays européens s'il y a une puissance qui vient de l'Est, une puissance agressive, ce qui est le cas aujourd'hui. Et ces gens-là ont la prétention de se présenter à la présidence de la République avec une vision de l'avenir comme ça. Non mais c'est des grands malades. C'est quand même hallucinant de voir qu'avec une vision aussi débile et aussi idéologique, tout ça par anti-américanisme, parce que Coca-Cola, machin, enfin vous voyez, c'est bon. Et puis le Vietnam, oui, mais tous les pays se sont tous mal comportés avec les autres pays. Il n'y a que les citoyens des démocraties qui vivent dans l'état de droit. Les nations entre elles vivent dans l'état de nature et commettent des choses criminelles. C'est pas une raison pour pas faire des choix entre les meilleurs et les pires. Ah. Vous voyez, il y a quelque chose Alors j'aimerais juste faire réagir Sandrine Rousseau, donc un grand malade, Jean-Luc Mélenchon. Là, je pense que l'excès ne sert pas le raisonnement, mais on est... en fait, ce que défend Jean-Luc Mélenchon, en plus, moi, je ne suis pas sur sa position, donc, mais ce qu'il défend... Mais vous allez quand même le défendre. Ce qu'il défend, c'est un monde multilatéral et non pas un monde bilatéral, et multipolaire et pas bipolaire. Et en fait, la question se pose quand même, et d'ailleurs, l'Europe se la pose, puisqu'elle monte une défense européenne. Et je pense que dans cette crise, et comme dans toute crise, il y aura sans doute des choses
positives qui en sortiront, même si aujourd'hui on a du mal à les voir, et probablement que l'Europe se dotera enfin d'une mission diplomatique et d'une politique de défense qui ne soit pas juste une réponse pays par pays aux situations extérieures, comme on l'a vu par exemple pour la Syrie, où on n'a pas été capable d'aller d'une voie unie européenne vers... oui, mais en Europe, on n'a pas été unis pour aller combattre la Syrie. Moi, Bachar el-Assad en Syrie. Et d'ailleurs, je pense que ce que fait Poutine aujourd'hui est un peu la conséquence de cette affaire en Syrie, où il a testé notre capacité à ne pas réagir en Syrie, et du coup, il s'est dit qu'il avait la voie libre pour rentrer. Donc, je veux dire, la question de la faiblesse de l'Europe... Non, on ne fait pas le débat ukrainien, mais allez-y, Sandrine Rousseau, et puis on revient sur la campagne. La question de la faiblesse de l'Europe diplomatique et de défense me semble aujourd'hui être en débat, et donc on va progresser de ce point de vue-là. Moi, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur les réfugiés, parce que les réfugiés, on n'a pas... intégrer des réfugiés d'Afghanistan aussi fortement qu'on aurait pu le faire. On l'a fait bien moins que la Grande-Bretagne, par exemple, qui en a accueilli près de 10 fois plus que la France. Et par ailleurs, moi, j'ai vécu, en tant qu'universitaire, la prise du pouvoir en Turquie par, comment il s'appelle, Erdogan contre les héritiers de Mustafa Kemal, et dans ce coup d'État, quand même, dans une forme de coup d'État, enfin, ça ressemblait quand même un petit peu à ça, ce qui s'est passé, eh bien, les universitaires indépendants ont essayé de quitter la Turquie pour entrer en France et faire en sorte d'être accueillis dans les universités françaises. Il a fallu organiser tout un réseau de solidarité, et nous avions les pires difficultés à leur faire obtenir les passeports pour qu'ils puissent franchir la frontière, alors même que c'était des démocrates, laïcs, etc. Et donc je crois que peut-être que ça sera aussi une des leçons à tirer de cette crise, qu'un réfugié égale un réfugié quelque part, et qu'il nous faut envisager notre politique d'accueil non pas en fonction de la zone dont ces réfugiés sont issus, mais en fonction du danger qu'ils encourent. Et si on fait ça, alors on aura quand même considérablement fait évoluer notre politique migratoire. Mais ça veut dire, Alexandre Chevalier, que la théorie du grand emplacement, la terreur quand même, et les problèmes identitaires en France, ils ne sont pas balayés d'un coup comme ça aujourd'hui? Non, bien sûr que non. Et puis il y a une grande hypocrisie en plus de la classe politique aujourd'hui là-dessus, que ce soit en France ou en Suisse. Regardez Robert Ménard, maire de Béziers, qui est pourtant pas de gauche, Rassemblement national. Proche de Marine Le Pen, ami apparemment depuis 15 ans d'Éric Zemmour, qui depuis 2 jours, sur tous les plateaux, fait son mea culpa sur la manière dont on a traité les réfugiés, et non seulement le fait évidemment d'accueillir ceux qui viennent d'Ukraine, mais aussi de se repentir de comment on a traité les autres en disant une bombe est une bombe, partout où elle tombe, c'est la même chose, on doit accueillir les gens de la même manière. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont peut-être un peu plus au centre, que ce soit en France ou que ce soit ici en Suisse, qui viennent vous expliquer que finalement, cette immigration ukrainienne, économiquement, elle n'est pas si mal pour l'économie locale, et puis qu'on va bien l'intégrer, on va leur donner des permis. Je vous interromps quelques instants, je fais passer justement ces images de Jean-Louis Bourlange, qu'on a reçu il y a quelques semaines sur notre plateau, qui est président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, et était justement le 25 février sur Europe 1. On l'écoute. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. Ce seront des intellectuels, pas seulement, mais on aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Donc un centriste, Jean-Louis Bourlange, qui défend Emmanuel Macron, ça illustre ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'on privilégie une certaine immigration. Il y a aussi des conseillers fédéraux en Suisse qui disent exactement la même chose, et pourtant on ne peut pas les taxer, vu leur parti d'origine, de faire partie de l'extrême droite. Donc il y a tout un jeu aujourd'hui là-dessus. Je trouve qu'il y a une insincérité. Ça me pose problème réellement pour savoir ce qu'on veut vraiment. Et je pense que ça rejoint le point qui est, pour l'instant, tout le monde a le même discours parce qu'il y a une compassion qui lie aussi au fait qu'on parle en permanence de ce conflit. Mais jusqu'à quand? Et le jour où ça tombe parce qu'une nouvelle en chassant l'autre, si quelque chose passe, et c'est plus au cœur de l'actualité, comme on l'a dit, ça passe de la première page à la 5e, puis à la 15e, puis à la 20e. Quelle sera la réaction au SRI? Quelle sera la réaction quand on va rentrer dans le dur? C'est-à-dire que ces personnes-là vont arriver, et puis il faudra vivre ensemble. Et comment on va créer en fait
Et comment on va créer ce vivre ensemble aussi avec? On ne se le pose pas aujourd'hui. Donc, il faut faire très attention à ça. L'émotion, elle est légitime, elle est nécessaire, mais il faut faire aussi attention après à ce que concrètement, on reste humain là-dessus. Et ça, je crois que c'est fondamental. Gilles Clavreul, néanmoins, Éric Zemmour, qui était justement le défenseur d'une certaine ligne poutinienne, comme vous l'avez dit, ou Philippe Val, aujourd'hui, il chute, lui, spectaculairement dans les sondages. On explique comment cette chute d'Éric Zemmour, qui pourtant contre la résistance, justement, de Marine Le Pen et contre la résistance de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Ouais, parce qu'il y a un effet de vérité, je pense. En tout cas, pour une partie de son électorat, je ne parle pas des fans excités, radicalisés, mais pour, disons, des gens de droite dure, mais comme il faut. Vous voyez, qui disent, bon, il faudra un gouvernement à poigne, un homme qui en impose, ils se rendent compte qu'il n'est pas crédible, qu'il n'est pas sérieux dans ses analyses géopolitiques. Il ne dit pas grand-chose de différent de Jean-Luc Mélenchon, justement. Je vous laisse après la parole. Alors, oui, mais justement, c'est à la fois pas différent, mais venant de familles politiques et avec une dialectique qui, elle, n'est pas la même. Et il ne s'adresse pas aux mêmes électorats. Et je pense que pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, ce n'est pas ça le sujet principal. Ce qui les intéresse, c'est d'abord des questions socio-économiques, des inégalités dénoncées, la dictature des marchés, les puissants, etc., légitime ou pas, peu importe. Moi, il en a fait un extra cardinal de son meeting en pleine guerre d'Ukraine. Ils sont en tout cas moins sensibles aux incohérences phénoménales de Jean-Luc Mélenchon en matière de géopolitique, qui sont pourtant, il n'est pas moins grave et préoccupant, ni même dangereux que. Mais pourquoi Marine Le Pen était financée par la Russie, contrairement à Le Pen et Zemmour, qui l'ont quand même été. Oui, c'est quand même une subtilité qu'il faut mettre dans le débat. Oui, mais il a hérité d'un parti pratiquement. Marine Le Pen aussi a été financée par la Russie et néanmoins, ça ne lui pose pas de problème. Alors pourquoi Éric Zemmour? Je termine sur Mélenchon, parce que, OK, sur le financement, c'est vrai. Ah oui, mais c'est quand même une donnée importante du débat. Oui, c'est une donnée importante, je ne la néglige pas. Maintenant, quelqu'un qui nous a expliqué que Maduro était un grand dirigeant politique, que Chavez était un modèle social, alors que c'est un dictateur épouvantable, qui a appauvri son pays, qui est un des pays les plus riches du monde, qui l'a appauvri dans des proportions épouvantables. Vous savez de combien le PIB du Venezuela a chuté au cours des 8 dernières années ? 75%. Il n'y a aucun pays en paix de la planète qui a été confronté à ça. 75%. OK, mais sur le problème de l'extrême droite ? Alors, sur le problème de l'extrême droite, c'est un peu différent, parce que Zemmour, pour gagner, pour passer devant Marine Le Pen et devant Valérie Pécresse, il a besoin de quoi ? Pas seulement de grand remplacer Marine Le Pen sur l'extrême droite, il a besoin de mordre sur l'électorat traditionnel de la droite conservatrice. Cet électorat-là était séduit par le look nouveau, les petites lunettes, etc., et quelque chose qui faisait sérieux. Mais là, sur la géopolitique, on voit qu'il raconte n'importe quoi. C'est-à-dire, il ne comprend pas les données du problème, il ne les a jamais sérieusement étudiées, et les gens se disent, mais attends, est-ce qu'on peut envoyer ce mec en négociation face à Vladimir Poutine ? Non, ça ne tient pas la route. Il prend tous les sujets à l'aune uniquement de l'immigration. C'est fascinant. Enfin, à mon avis, ça mériterait quand même une petite analyse psychologique, parce que vraiment, quel que soit le problème, c'est l'immigration. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui le desserve, le cœur auprès de son électorat. Non, mais là, en l'occurrence, on voit bien que ce n'est pas le sujet principal. Ne parlez pas tous en même temps. Le sujet principal, c'est quel est le rapport de force que l'on monte avec Poutine, qu'est-ce qu'on fait de l'Ukraine, est-ce qu'on la rentre dans l'Europe, est-ce qu'on fait une procédure accélérée, tout ça. Bon, est-ce qu'on fait un embargo sur le gaz russe? Mais l'immigration est un des thèmes, mais ça ne couvre évidemment pas tout le spectre. Et là, Éric Zemmour se décrédibilise complètement en ne voyant tout qu'à l'aune de ça, quoi. Donc c'est pas une explosion de l'extrême droite à laquelle on est en train d'assister aujourd'hui. Non, c'est un problème de présidentialité là pour Éric Zemmour. Il passe pas la rampe. Quand on lui demande, mais est-ce que Vladimir Poutine est un dictateur, il pose les mains sur la table, il baisse la tête, il dit je pense que ça dépend ce qu'on appelle dictateur. Bon. OK, le match est plié, il n'est pas dans le ton, il n'est pas dans le personnage, et donc ça ne marche pas. Encore une fois, pour cet électorat intégré CSP+, qu'il a besoin de rassurer. Là-dessus, il ne rassure pas du tout. D'accord, alors il nous reste quelques instants, donc l'explication. Je vous laisse la parole, et puis j'aimerais effectivement votre pronostic pour le premier tour. La plus logique pour laquelle il stagne et il s'effrite un peu dans le sondage, c'est qu'on ne peut pas faire une campagne au nom du patriotisme, et de dire tout d'un coup je suis pour l'ennemi. C'est impossible. Voilà, c'est tout. On ne peut pas être patriote et pour l'ennemi. Point. Les gens, ils ont compris, ils ont dit c'est bizarre ce truc, il y a un truc qui ne va pas, j'arrive pas. Vous voyez, c'est pas le bon secteur, la bonne prise de courant, ça va faire sauter les plombs de mon rasoir. Donc je ne vais pas me brancher là. C'est tout. Ça ne marche pas.
Et oui, alors justement, votre... Les images de rasoir. Mais attendez, non, mais moi j'aurais pu prendre mon épilateur, si vous voulez, c'est pas grave. Allez-y. On a chacun son prisme. On a chacun son prisme. Donc j'aimerais vous demander à tous, quel est votre pronostic pour le premier tour, justement. Ça sera un affrontement qui contre qui, Sandrine Rousseau? Oh, Yannick Jadot, Emmanuel Macron, vous voulez que je vous dise, je peux pas répondre à cette question. Selon tous les paramètres qui sont en votre possession. Ce sera Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, et je veux dire pourquoi. Parce qu'à un moment donné... rien de partisan. Non, parce qu'à un moment donné, non, mais évidemment... Elle est à 10% aujourd'hui. Peu importe, Ouais. parce que après c'est une question de participation, de quel électorat va voter, de quel électorat pense que l'élection est déjà jouée, donc il n'y va plus, donc tout ça on verra le 10 avril. Mais ce que je crois, c'est que raisonnablement, quand l'hystérie de la campagne sera passée, les gens dans l'isoloir voudront quand même un choix entre deux capacités de gouvernance, de gouvernement. Et je crois que le débat démocratique a besoin de ce second tour avec deux capacités de gouvernance et de gouvernement et d'alternance. Et il n'y a pas d'autres candidats, on en a parlé, ils sont disqualifiés. Vraiment, que ce soit Mélenchon, Zemmour, Le Pen, à travers ce qui se passe sur le conflit ukrainien, ils sont disqualifiés. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose de raisonnable. Et je pense que seul dans l'isoloir, l'électeur est raisonnable. Gilles Clavreul. Aujourd'hui, on ne peut pas raisonnablement, évidemment, quand on soutient un candidat, c'est normal qu'on le voit au second tour, mais on ne peut pas raisonnablement dire qui sera qualifié contre Emmanuel Macron. Il y a 4 candidats qui se tiennent dans rien du tout, dans un climat d'extrême volatilité de l'opinion publique. Personne ne se détache vraiment. On ne sait pas ce qui va se passer, mais vous pouvez être certaine qu'au lendemain de l'élection, tout le monde dira « oui, bien sûr, je vous l'avais dit », et donc ce sont des recompositions qui viennent de loin, etc. On fera comme si ce hasard, parce qu'on en est quasiment à ce niveau-là, était une évidence assurée depuis très longtemps, et du coup, les cartes vont se redistribuer sur des bases extraordinairement incertaines et fragiles une nouvelle fois. Tout ça n'est pas bon pour la démocratie. Pour Emmanuel Macron, ça va le servir, c'est certain. En revanche, pour la nécessaire recomposition, restructuration du jeu politique français, c'est pas bon, et c'est pas de très bonne augure. Mais comme vous l'avez dit aussi, ça sera difficile quand même de gouverner dans ces conditions-là, oui. Même s'il est élu, oui, absolument. Pas de couture. D'autant plus qu'il n'aura pas eu de vraie opposition face à lui, paradoxalement. Philippe Val. Moi, je pense, moi je ne pense pas comme Alexandre, mais je pense qu'il a raison. Je pense que ça aurait été bien pour le débat démocratique que ce soit plutôt Valérie Pécresse et contre Emmanuel Macron. Ça n'aura sans doute pas lieu. Ça sera sans doute Marine Le Pen, à moins que Mélenchon continue à grimper, mais ça m'étonnerait. Et c'est dommage. C'est dommage, mais en même temps, c'est la réalité du pays. Après tout, qu'ils débattent, puisque c'est ça que les gens veulent. Finalement, quand les gens se retrouvent au deuxième tour, c'est que les électeurs l'ont voulu. C'est ça aussi la démocratie. La réalité Même du si pays, elle ne nous plaît pas, on la trouve pas jolie et pas esthétique. C'est donc un centre avec une très très forte extrême droite. Oui, c'est un centre bizarre parce qu'il y a quelque chose il y a une tendance keynésienne par moment chez Macron. Il y a quelque chose du rocardisme qui est dans son héritage. Voilà. Donc ça n'est pas que de la droite, Macron. Alors merci à vous toutes et tous. Ce soir, le point sur la présidentielle française, c'est fini pour aujourd'hui. Mais comme on a pu le voir ce soir, c'est une élection très spéciale dans le contexte actuel et pleine d'implications, y compris pour nous les Suisses. C'est donc le point se délocalisera à Paris, justement dans un mois tout juste. On commentera, on annoncera les résultats, on commentera avec des personnalités suisses, avec des personnalités françaises. Notez donc bien, dimanche 10 avril, dès 19h30, édition spéciale présidentielle en direct de Paris. En attendant, évidemment, nous, on se retrouve dimanche prochain pour évoquer les nouvelles relations entre la Suisse et l'Union européenne. Et on vous souhaite en attendant une très bonne semaine.